McKinnon, who in 2012 had an extradition request to the US blocked. There were a lot, I haven't read the ruling yet in detail, but there were a lot of points that the judge kind of threw aside. I was in this country, my computer was in this country, all the evidence was here. Quelques mois après les attentats du World Trade Center, un avertissement inhabituel s'est affiché sur un ordinateur de l'armée américaine. Votre système de sécurité est merdique. Je suis Solo. Je vais continuer à perturber les plus hauts niveaux. Solo a examiné des milliers d'ordinateurs du gouvernement américain et a découvert plusieurs failles de sécurité. Solo s'est introduit dans une centaine de PC de l'armée, de la marine, de l'armée de l'air, de la NASA et du ministère de la Défense entre février 2001 et mars 2002. Il a passé des mois surfés en ligne, copiant des fichiers et des mots de passe. À un moment donné, il a mis hors service l'ensemble du réseau de l'armée américaine à Washington DC, mettant hors service environ 2000 ordinateurs pendant 3 jours. Selon le procureur américain Paul McNulty, sa campagne était le plus grand piratage informatique militaire de tous les temps. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'un homme qui a piraté la NASA et a découvert quelque chose d'inhabituel. McKinnon a toujours été captivé par l'espace. C'était un garçon de Glasgow, plein d'esprit intelligent, qui interrogeait ses parents sur la distance entre les planètes et les noms scientifiques des étoiles. C'était le genre de choses dont un bambin ne parle pas habituellement, a déclaré au journaliste Janice Sharp, la mère de McKinnon. C'était très inhabituel. Les bizarreries de McKinnon, cependant, vont bien au-delà de sa fixation sur l'astronomie. Le garçon criait hystériquement chaque fois que sa mère le mettait dans un bus. À l'âge de 10 ans, il a peur de l'extérieur et passe des heures dans sa chambre à lire des livres sur l'espace ou à écouter de la musique. McKinnon suppliait sa mère de ne pas le faire sortir avec les enfants du quartier en disant « S'il te plaît, ne me fais pas sortir pour jouer ». Le jeune homme est perturbé, mais ses obsessions lui donnent un sentiment de contrôle et de tranquillité. Bien que n'étant pas un musicien naturel, il passait des heures au clavier à apprendre lui-même la sonate au clair de lune de Beethoven et des airs difficiles des Beatles. Sharp n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Nous étions complètement abasourdis, se souvient-elle. Sur son ordinateur Atari, il a appris à écrire des jeux vidéo se déroulant dans l'espace à l'âge de 14 ans. McKinnon a rejoint le British UFO Research Association où il a découvert un réseau de passionnés de l'espace aux vues similaires. Lorsqu'il a découvert que son beau-père avait grandi à Bonny Bridge, un amo anglais connu pour ses observations ovnis, il lui a demandé des informations selon sa mère. Alors que McKinnon fantasmait sur les soucoupes volantes, il se débattait avec la vie quotidienne sur Terre. Après avoir abandonné le lycée, il a enchaîné les emplois dans l'assistance technique informatique. La peur qu'il avait depuis toujours des transports en commun s'est aggravée, et il s'évanouissait lorsqu'il devait prendre le métro de Londres. Il ne pouvait pas envisager la perspective d'élever un enfant, même s'il vivait avec son amour d'enfance, une femme brillante et joyeuse. McKinnon est devenu de plus en plus dépressif à mesure que sa relation avec sa petite amie se détériorait, perdant son emploi et refusant toute aide. Sa mère craignait que son désespoir ne le conduise au suicide. McKinnon, en revanche, fait une découverte importante. Le nouveau monde qui se crée sur l'internet naissant du milieu des années 90. Selon Sharp, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à chercher en ligne des informations sur les extraterrestres. C'était sa porte de sortie. McKinnon a décidé de mener sa propre enquête après avoir lu The Hacker's Handbook, un livre populaire des années 1980 destiné aux pirates informatiques. Tard le soir, dans sa chambre obscure, il a commencé à expérimenter les procédures décrites dans le livre et en 2000, il a décidé de rechercher des preuves d'OVNI dans les systèmes informatiques du gouvernement des États-Unis. McKinnon utilise ses capacités de concentration à son avantage, étudiant sans relâche les moyens de s'introduire dans les ordinateurs. Il a construit un minuscule script en Perl qui, selon lui a permis de rechercher des mots de passe sur 65 000 postes de travail en moins de 8 minutes. Après s'être connecté aux systèmes gouvernementaux, il a exécuté le malware et a découvert quelque chose d'étonnant. De nombreux employés fédéraux n'avaient pas changé les mots de passe par défaut de leur poste de travail. Il a ensuite déclaré au Daily Mail « J'ai été stupéfait par le manque de sécurité ». McKinnon a placé sur ses appareils non sécurisés un logiciel appelé Remotely Anywhere qui permet d'accéder et de contrôler des ordinateurs à distance via Internet. McKinnon pouvait alors parcourir les postes de travail à sa guise en transférant ou en supprimant des fichiers. Comme il pouvait surveiller toute l'activité de l'ordinateur, il pouvait se déconnecter dès qu'il remarquait que quelqu'un d'autre se connectait. L'obsession de McKinnon l'emporte alors qu'il navigue dans les systèmes fédéraux, du Fort Meade au Johnson Space Center de la NASA, à la recherche d'ET. Il prétend avoir découvert une liste des officiers non terrestres de la marine américaine ainsi que la photo d'un ovni en forme de cigare parsemé de dômes géodésiques
qu'il dit ne pas pouvoir sauvegarder car elle est en JavaScript. Après avoir passé sa vie à s'inquiéter des ovnis, il s'adonnait maintenant à son addiction comme jamais auparavant. Il apprécie également l'excitation du piratage. En 2005, il a déclaré au Guardian: « C'était comme un jeu, j'adorais les jeux vidéo. Je les aime toujours. C'était comme un vrai jeu. C'était addictif, extrêmement addictif. Mais le jeu a fini par prendre fin. » Le ministère américain de la Justice n'a pas révélé publiquement comment il a eu connaissance du piratage de McKinnon, mais ce dernier pense avoir été remarqué lorsqu'il s'est connecté au mauvais moment à un ordinateur du Johnson Space Center. Il affirme que son accès à cet ordinateur a été instantanément interrompu. Il prétend que les autorités ont ensuite détecté le logiciel Remotely Anywhere sur le système et ont suivi son achat jusqu'à son adresse électronique. Gary McKinnon a finalement été arrêté par le National High-Tech Crime Unit du Royaume-Uni le 19 mars 2002. Il l'avait localisé en partie grâce à la preuve de son adresse IP et de l'adresse électronique de sa petite amie dans les journaux des serveurs de Binary Research, le distributeur de Remotely Anywhere. Il s'était inscrit à une version d'essai du programme en utilisant l'adresse électronique de sa petite amie avant d'obtenir un crack. Cave classique. Gary dormait à point fermé lorsque les policiers sont arrivés à 8h30, comme il en avait l'habitude après une dure nuit de piratage. Ils ont saisi 7 ordinateurs, dont ceux appartenant à lui et à sa petite amie. Au poste de police, il a admis avoir piraté des ordinateurs du gouvernement américain, mais a nié être un membre d'Al-Qaïda. Gary n'a pas été inculpé tout de suite, mais il aurait pu encourir jusqu'à 4 ans de prison au Royaume-Uni. L'idée n'aurait pas pu être attrayante, car maintenant qu'il est libéré sous caution, il lui est temporairement interdit d'utiliser tout ordinateur connecté à Internet. Il doit se présenter chaque soir au poste de police local. Les choses ne pouvaient qu'empirer à partir de là. Plus tard dans l'année, des procureurs américains ont accusé Gary McKinnon d'infractions qui auraient pu le conduire dans une prison américaine pour une durée allant jusqu'à 70 ans. En 2005, les États-Unis ont demandé que Gary soit extradé du Royaume-Uni pour être poursuivi en justice aux États-Unis. Cette demande se fondait sur un pacte négocié par les deux pays en 2003 pour permettre une poursuite plus efficace des terroristes présumés. Mais Gary était-il un terroriste ou avait-il une autre motivation pour ses actes? Il passait ses journées à poursuivre sa fixation sur les ovnis. En vérité, McKinnon a déclaré que son piratage était motivé par les ovnis. Il était certain que le gouvernement dissimulait des dispositifs anti-gravité extraterrestres et des technologies énergétiques supérieures et il entendait découvrir et diffuser ces informations pour le bien de l'humanité. Il a déclaré que son infiltration avait été détectée au moment où il téléchargeait une photo de ce qu'il pensait être un ovni depuis le Johnson Space Center de la NASA. Majestic 12 est une célèbre théorie du complot concernant une organisation fictive fondée par le président Harry Truman en 1947. Cette organisation comprend des scientifiques, des personnalités du gouvernement et de l'armée et mène secrètement des recherches sur les ovnis découverts. Gary McKinnon était membre de l'association britannique de recherche sur les ovnis. Il a informé les journalistes qu'il pense que Majestic 12 a fait des recherches sur des vaisseaux spatiaux extraterrestres et a procédé à une rétro-ingénierie de la technologie de propulsion antigravité qui est tenue secrète pour le public. Nombreux sont ceux qui croient aux extraterrestres, aux ovnis et aux opérations du gouvernement de l'ombre. Majestic 12 est, pour être honnête, une théorie du complot relativement inoffensive. On pourrait la qualifier de folle. Ce qui est plus étrange que de croire que des extraterrestres ont visité la Terre, c'est d'aller chercher soi-même des preuves dans les bases de données du gouvernement américain. Gary l'a fait avec succès pendant plus de 13 mois, de février 2001 à mars 2002. Le piratage informatique n'était pour lui qu'un moyen d'arriver à sa fin. Au fur et à mesure qu'il tombait sur d'autres ordinateurs et bases de données, il passait au crible des fichiers qu'il découvrait à la recherche de preuves de dissimulation d'ovnis. Il avait tellement de succès qu'il lui était presque impossible d'arrêter de fumer. Il se rase la tête pendant de longues périodes, ignorait ses amis et sa famille et sort rarement de chez lui. J'ai arrêté de me laver à un moment donné, a-t-il confié à un journaliste de la BBC. Je ne prenais pas soin de moi, je ne mangeais pas correctement. Je restais assis dans la maison en robe de chambre à faire ça toute la nuit. La dépression s'est installée. Il ne vient plus au travail. Sa relation avec sa petite amie s'est détériorée et elle l'a largué, malgré le fait qu'il ait continué à vivre avec elle chez sa tante dans le nord de Londres. Je crois que je voulais presque me faire prendre, a-t-il admis plus tard, parce que cela me ruinait. J'avais cette idée classique de vouloir être prêt pour que ça s'arrête. C'était, semble-t-il, le cyberterroriste de l'Amérique. Gary McKinnon était un homme beaucoup moins intriguant qu'on ne l'a fait croire. Il ne s'agissait pas d'un agent d'Al-Qaïda, mais d'une personne qui s'adonnait à ses loisirs de manière beaucoup trop agressive.
C'était un pirate informatique de bas niveau. En fait, la majorité de ses actions étaient réalisées à l'aide d'outils accessibles au public, reliés entre eux par un programme qu'il a conçu et qui lui a permis d'exploiter rapidement et efficacement ces informations. Il a profité des vulnérabilités connues de Windows sur des PC qui n'étaient pas protégés par un mot de passe ou un pare-feu. La facilité avec laquelle il a accompli ce qu'il a fait a fini par le hanter après son arrestation. Vous avez probablement entendu des histoires de pirates informatiques qui ont rejoint les rangs de force de l'ordre après avoir été arrêtés. Gary n'avait aucun pouvoir de négociation dans son accord de plaidoyer, car sa capacité technique était si médiocre. Gary avait découvert un dossier non filtré sur un ordinateur du Johnson Space Center, selon son propre récit. Il contenait une vignette d'une étrange photographie satellite montrant ce qui semblait être une sorte de vaisseau spatial. Il avait une forme de cigare et un dôme transparent sur le dessus. Il s'agit forcément d'un ovni, qu'il soit extraterrestre ou artificiel. Cependant, alors que la photo haute résolution se téléchargeait lentement sur l'ordinateur de Gary, un fonctionnaire du gouvernement américain a pris le contrôle de sa souris et, avant que Gary ne puisse réagir, a cliqué pour le déconnecter. Nous ne pensons pas qu'il ait trouvé sa première preuve tangible au moment précis où il a été déconnecté d'un ordinateur du gouvernement américain après une année sans problème. Même s'il existait, il est difficile d'imaginer que des images secrètes d'OVNI se trouvent sur des ordinateurs gouvernementaux connectés à l'Internet ouvert. Pour ce type d'informations sensibles, l'État dispose de réseaux internes hors ligne. Il est plus probable que Gary soit tombé sur un pot de miel, ce qui expliquerait le moment hautement coïncident où il a été expulsé du réseau au moment exact où il travaillait depuis un an, ou qu'il ait simplement mal interprété une minuscule vignette ou une image granuleuse passant lentement par sa connexion commutée de 56 kilobits. Quelle que soit la véracité de son affirmation, il est très plausible qu'il la pense vraie. Alors, un terroriste présumé? C'est un peu dur. Peut-être que Gary a été utilisé comme un bouc émissaire. Peut-être était-il victime de son propre timing, ayant infiltré les systèmes critiques du gouvernement et de l'armée américaine pendant et après les attaques terroristes du 11 septembre. Beaucoup de gens pensaient que son traitement était injuste. Ceux qui connaissent bien la cybersécurité de la NASA ont réalisé que Gary M. Skinon n'était non seulement pas un dangereux criminel, mais qu'il n'était pas non plus particulièrement inhabituel. Laissez votre avis sur le piratage de Gary M. Skinon dans les commentaires.